Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 7 janvier et à la une de cette édition, la grève qui a débuté ce jour du côté de la maison départementale du handicap. Une réunion s'est tenue dans la matinée et les grévistes se sont dit satisfaits des négociations. Un accord a pu être signé et les agents assurent avoir trouvé un président ouvert et à l'écoute de leurs revendications. Alors, quels étaient ces points de revendication? Qu'est-ce que les agents ont obtenu? Le point dans ce sujet, signé Marion Tellier. Les salariés de la maison départementale des personnes handicapées entamaient ce matin une grève illimitée. Ils ont été reçus par la direction de 10h à midi pour trouver un terrain d'entente. Parmi leurs revendications figurait celle du départ du directeur, monsieur Jérôme Lemaire. Il avait un management à la verticale. C'était comme ça arrivait de là-haut, ça ne repartait jamais dans le sens contraire. Donc une personne qui a ce genre de management, il faut savoir que on travaille avec de l'humain. Donc travailler avec de l'humain, il faut aussi composer avec l'humain. Il ne faut pas juste des ordres. Il faut à un moment donné parler avec la personne. Le directeur de la MDPH a finalement été démis de ses fonctions suite aux négociations. Il va y avoir un intérim très rapidement qui doit être assuré parce que l'objectif aussi c'est de ne pas laisser la structure sans direction pendant longtemps et au bout de 4 mois nous nous sommes mis d'accord de lancer une nouvelle procédure de recrutement. Les 2 derniers points des revendications ont eux aussi abouti à des accords, la mise en forme d'un dialogue social au sein de la structure, mais aussi l'installation d'un comité technique. Le comité technique, c'est un décret qui, normalement, dès la signature de la convention qui met la MDPH en groupement d'intérêt public, cette convention devrait déjà être mise en place, ce qui permet notamment une organisation concertée, c'est-à-dire entre la direction, les ressources humaines et le personnel au niveau organisationnel et surtout le fonctionnement. Ce comité sera mis en place selon un plan d'action à compter du 20 janvier avec une échéance fixée le 20 mai prochain. Autre colère maintenant, après les nombreux déboires d'Air Austral et de son Boeing floqué de la passe en S, c'est au tour d'Air Madagascar de faire les frais d'un problème mécanique sur l'un de ses appareils. Depuis dimanche, plusieurs passagers sont bloqués à l'aéroport de Tananarive, de Moroni, mais également du 101e département de France. Aujourd'hui, les passagers demandent des comptes et exigent un dédommagement pour les désagréments occasionnés. Paul-Arthur Avit. Cela va faire 3 jours qu'une vingtaine de passagers d'Air Madagascar sont bloqués sur l'île aux parfums. Logés par la compagnie à l'hôtel Caribou, les passagers sont partagés entre un sentiment d'inquiétude et d'exaspération. En effet, plusieurs familles se retrouvent sans pouvoir aller au travail ou à l'école. Des déboires qui ont commencé dimanche midi avec leur vol retardé puis finalement annulé en milieu de soirée. Un scénario qui s'est répété hier et aujourd'hui. On arrive ce matin à 9h. Ils ont procédé à l'enregistrement et à toutes les formalités donc, pour embarquer. Là, on était quasi rassurés de partir et quelques temps après, ça s'affiche encore devant les écrans. On était là et que le vol était finalement annulé. Et à partir de là, c'est la confusion totale. Personne ne nous dit les démarches à entreprendre par la suite. Et là, nous sommes en train de voir un autre plan pour faire partir les enfants au plus vite. Et pour qu'ils rattrapent au moins la semaine les jours qui restent pour la semaine, parce que ça fait un peu lourd pour eux. Une situation préjudiciable financièrement, plusieurs familles espèrent passer par la Réunion pour rejoindre Madagascar à leurs propres frais. Pendant que certains cherchent des solutions, d'autres bloqués sont au bord de la crise de nerfs. Il y a des gens parmi les passagers qui ont, je ne sais pas, sa mère ou son père qui est mort à Madagascar, qui devraient aller assister aux funérailles, raté. Il y a des gens... il y a leur boulot qui attend là-bas, raté. Il y a des gens qui sont venus avec leur famille, 5, 6 gosses avec eux. Comment ils vont faire donc? S'il vous plaît, il y en a marre avec cette Air Madagascar. Si vous n'arrivez pas à gérer cette compagnie, lâche-le.
Pour le moment, les passagers sont bloqués à Mayotte. À Tananarive, plusieurs autres passagers sont aussi bloqués. Air Madagascar cherche une solution pour réparer leur avion victime d'un problème de pressurisation de la cabine. Mais pour l'heure, la compagnie n'arrive pas à solutionner ce problème. Politique dans votre 19h, Hamdil Soumaïla est le candidat du parti Les Républicains à Mamoudzou. S'il a déjà occupé les fonctions d'adjoint au maire, aujourd'hui c'est le siège de premier édile qu'il convoite. Comme la plupart des autres candidats, son programme fait la part belle aux mesures visant à renforcer la sécurité à Mamoudzou. Dans ce domaine, le candidat et ses 49 colistiers comptent déployer une stratégie basée sur 3 grands axes de travail. Je vous propose de l'écouter à ce sujet lors de la matinale de Kwesi. Notre stratégie, elle est très simple. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez employé le beau mot. Il faut qu'on renforce notre police municipale. C'est-à-dire plus de monde. Déjà. Donc, parce que l'idée générale, c'est que notre police municipale arrive à couvrir, l'ensemble du territoire communal. Parce que quand vous prenez le ratio, et quand vous comparez dans d'autres villes qui ont des polices municipales, vous voyez que la différence elle est énorme. Donc, il faut augmenter l'effectif. 2, leur donner plus de moyens pour exercer leur mission. 3, nous pensons qu'il faut créer les conditions de la confiance. Et la confiance, c'est pas nécessairement et pas seulement le répressif. La confiance, on le crée par les liens. C'est pourquoi nous allons renforcer donc, police de proximité, quoi. À côté de la police, à côté de l'entité police, nous allons les renforcer par des éducateurs spécialisés. Parce que nous pensons que tous ces jeunes qui commettent des méfaits, pour certains, qui peuvent être rattrapables, on peut les rattraper parce qu'on aura créé les conditions de la confiance. Il faut que nos éducateurs demain, ce qu'on appelle les éducateurs de rue, qui iront arpenter les rues, qui iront arpenter les quartiers de la commune de Mamoudzou, ils aient créé la confiance. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à multiplier les efforts et les ramener sur le droit chemin. Et place maintenant à l'invité de 19h. Ce soir, nous accueillons Fayad Huidine Manli, conseiller économique à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre micro. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Effectivement, vous travaillez à la CMA, mais vous êtes aussi membre de l'association Arter. Cette association qui a été créée en 2007, effective depuis 2008, elle travaille justement sur la BTC, la brique de terre comprimée en terre crue. Ça fait plusieurs années qu'on dit la filière est morte, et là on est dans une véritable relance. Est-ce qu'on peut déjà dans un premier temps parler de l'historique de cette brique de terre made in Mayotte? Bonsoir. L'historique serait un peu long. Je dirais seulement que la relance de la filière brique de terre comprimée, c'est grâce à la création de cette association Arter, parce qu'elle a été créée au moment où l'organisme qui portait ce matériau, donc la CIM, qui construisait avec, qui avait une équipe d'encadrement des producteurs, qui avait aussi un laboratoire où les tests étaient effectués, allait changer de politique. Mais en même temps, l'annonce d'une réglementation concernant la filière allait commencer. Mais à peine que le maître d'ouvrage important, la CIM, allait changer de politique face à ce matériau. Voilà. Vincent Liétard, qui est justement membre secrétaire de l'association Arter, a expliqué ce matin dans les colonnes de France Mayotte Matin que c'était finalement, cette création d'association, c'était pour rendre ce projet plus mahorais, c'est-à-dire le faire appartenir plus à la société civile de par une association qu'à une machine comme les LACIM, qui d'ailleurs aujourd'hui est entre les mains de l'État. Est-ce que c'était vraiment ça l'objectif? Il y avait forcément cette question de la réglementation, de la formalisation, mais c'était aussi de dire cette brique de terre comprimée, c'est un produit mahorais. Ça l'est. Donc c'est une manière de dire que avec la brique de terre comprimée, qui est une réponse à un besoin identifié il y a un moment, représente aujourd'hui ce matériau une contribution en termes de sciences ou de techniques au niveau national. Donc c'est Mayotte, à travers ce matériau, son savoir-faire devient un des éléments aujourd'hui qui contribue à la science, à la technique nationale. C'est peut-être dans cet esprit qu'il faut interpréter les propos du secrétaire général en disant que c'est un produit purement mahorais. Il y a aussi le fait que la réponse aux besoins urgents de l'époque était locale.
avec les techniciens, donc ingénieurs, architectes, géographes, on a réussi à répondre à cette urgence avec une ressource naturelle locale. Donc effectivement, les travaux qui étaient faits autour de ce produit permettent aujourd'hui de dire que c'est un produit mahorais. Il faudrait qu'on remahorise encore davantage, qu'on se l'approprie à travers notre savoir-faire, mais à un niveau beaucoup plus important. On savait produire la brique, on savait le mettre, donc maçonner. La conception aussi a été un travail remarquable de la part des architectes pendant plusieurs années, où on a testé plusieurs techniques, sauf qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille véritablement vers une excellence. Alors l'excellence, on va en parler, elle passe notamment par cette réglementation ATEX. On en parlera juste avant. Un mot de finalement ces années un petit peu de latence, ces années où la filière a perdu beaucoup de briqueterie, puisqu'aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup sur le territoire, et où finalement elle n'était plus à la mode, plus à l'ordre du jour, alors qu'aujourd'hui effectivement on parle de développement durable, et que cette brique, elle rentre pleinement dans ces problématiques de développement durable, parce que c'est un isolant extraordinaire, et parce qu'effectivement elle répond aux normes environnementales auxquelles on essaye de tendre en France et un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui a fait que pendant un moment, il y a eu cette latence, cette réglementation, justement, ces longs procédés pour normaliser la brique de terre et pour en faire un vrai produit d'excellence avec des normes et avec effectivement des laboratoires qui normalisent le tout? Je pense que la question n'a pas été formellement exprimée, celle qui concerne la réglementation. Les gens, à un moment donné, se sont rendus compte qu'on ne veut plus de la brique. Pour quelle raison? Bon, c'était flou, il n'y avait pas de marché, donc la filière allait disparaître complètement. On a commencé à évoquer la surabilité de ce matériau, le défaut de normes et de règlements. Le travail était fait. En ce qui concerne ce produit à Mayotte, la norme est une reconnaissance de la fiabilité, de la capacité de ce matériau. Il a fallu bien sûr l'écrire. Et ça, l'association Artère, avec les différents partenaires, dont le Cratère, le CSTB, et puis le réseau des compétences qu'il y avait à Mayotte, a travaillé longuement. Là, on parle de l'ATEX. C'est la norme mise en œuvre. Bien sûr, la production. Mais il y a eu déjà un premier combat qui a consisté à faire reconnaître le produit en tant que tel. Ça remonte à... Je veux dire, la norme a été obtenue en 2002. D'ailleurs, le produit est aujourd'hui encore en pleine évolution avec justement un travail qui est fait encore sur le produit en lui-même, au-delà de la manière effectivement qu'on a de fabriquer à Mayotte, qui est de manière aussi un peu particulière, et cette norme ATEX. C'est un produit qui aujourd'hui est inscrit j'allais dire, dans la grande Bible de la construction et qui aujourd'hui existe et qui est encore en train d'évoluer. Bien sûr. La qualité de la brique n'a pas été remise en cause. Elle a été confirmée par la norme, cette fameuse norme XPP 13901. Aujourd'hui, il y a un travail pour une adaptation de la norme. On révise la norme parce que tous les règlements sont appelés à évoluer. Mais aussi, on espère une extension de l'emploi de la brique au niveau de la métropole. Il y a un vide sur... la technologie, sur la technique de l'utilisation de la brique au niveau de la métropole. Donc, il y a une commission, une équipe qui travaille aujourd'hui, qui révise la norme afin de permettre à ce que nos concitoyens qui sont en métropole, qui veulent l'utiliser, puissent en servir. Cet ATEX, on est vraiment en plein dedans. Hein. Depuis 2018, effectivement, il y a eu ce document qui a été rédigé. Donc l'ATEX a été obtenu, cette norme a été obtenue de manière provisoire. Il y a encore effectivement un travail d'analyse qui est en cours actuellement. C'est un très grand bond en avant. Qu'est-ce que ça va offrir comme perspective à la filière briques de terre comprimées? Mais déjà, on est conforme avec les ambitions de Grenelle de l'environnement. On répond donc aujourd'hui à tout ce qui est écologique. Normes européennes également? Tout à fait, tout à fait. Et le latex enlève certains doutes
éclairci, je veux dire, l'horizon concernant l'emploi de ce matériau. Mais la texte appelle aujourd'hui à ce que Mayotte maîtrise davantage, donc retrouve son savoir-faire d'antan, et c'est parmi les missions, sinon la mission importante par exemple de la Chambre de métiers de l'artisanat, qui travaille à partir de la réglementation établie avec des partenaires bien sûr soutenus par ou accompagnés par Arter. Il faudrait les ressources humaines. Il faudrait des techniciens capables aujourd'hui de transformer la terre en produit. Donc il y a beaucoup de phases qui sont à mettre en place, qui sont nécessaires, et le volet formation aujourd'hui est pris en compte et compris que c'est une nécessité indispensable. Justement, on a l'impression que les pouvoirs publics, ça y est, se sont rendus compte, ou en tout cas acceptent et vous accompagnent, que ce soit la CMA mais aussi l'association Arter, pour dire effectivement il faut miser sur cette filière. Et il y a eu notamment cette subvention qu'a obtenue la Chambre des métiers pour structurer, vous parliez de formation, on parle aussi d'un laboratoire, pourquoi pas territorial, pour créer et puis aussi pour contrôler que cette brique elle est bien aux normes. Tout ça, ce sont les projets qui sont en train d'être mis en place actuellement, à la fois par Arter mais aussi par la CMA qui porte le projet. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, les choses ont été exprimées clairement. Les pouvoirs publics ont besoin de comprendre d'abord qu'un produit, qu'une technique correspondent à leur propre programme, à leurs propres ambitions. Ce qui nous a manqué à un moment donné, c'est la présentation, la formulation de la chose pour que les pouvoirs publics adhèrent ou pas. L'idée a été acceptée, le conseil départemental, sous plusieurs formes, s'est impliqué parce que à la fois la Chambre de métiers de l'artisanat a garanti à travers ses compétences qu'elle est capable d'accompagner cette filière, organiser la filière par la formation pour qu'on arrive à une certaine compétitivité au niveau de Mayotte, donner confiance aux maîtres d'ouvrage, aussi... créer de l'emploi aussi, c'est l'un des grands objectifs. Naturellement, la création d'emplois, déjà retrouver les emplois qui avaient disparu en même temps que la filière, consolider ces emplois et puis aller plus loin. Ça fait partie d'une ressource. La technique aussi étant acquise à Mayotte doit pouvoir servir comme monnaie, comme valeur à exporter. Donc le rôle de la Chambre de métier est aussi de faire en sorte que cette compétitivité, cette performance puisse aller vers l'extérieur. Justement, vous parliez d'extérieur. On a quand même une problématique aujourd'hui, c'est le matériau, notamment la terre. On est contraint de l'importer. Ça aussi, ça demande déjà un travail avec l'extérieur, notamment Madagascar. Ça, c'est un travail aussi que portent aujourd'hui les autorités, et notamment la Chambre des métiers, parce qu'il faut importer aussi cette matière première pour construire ce matériau, pour construire la brique de terre comprimée. Ça aussi, c'est un travail qui montre que voilà, il n'y a pas que Mayotte. Mayotte est pionnier finalement en la matière, mais qu'on a besoin aussi des autres. Il y a plusieurs projets qui sont nés à l'international, notamment en Afrique, avec effectivement des constructions en briques de terre comprimées. Mais on a besoin aussi des autres. C'est un travail finalement interrégional. C'est plus qu'interrégional. Il y a eu un gros travail qui a été mené en 2018-2019, un travail de lobby, de convaincre. Il fallait convaincre nos partenaires. Nous faisons partie d'une grande organisation qui est CMA France, qui a entendu parler de ce matériau à Mayotte, mais il fallait aller apporter les arguments. Donc CMA France a eu l'argumentaire, l'a bien compris, l'a soutenu. Vous savez que la Chambre de métiers de Mayotte, aujourd'hui, est membre à part entière de la CPCAF. C'est le Conseil permanent des chambres consulaires africaines et malgaches, francophones plutôt, qui regroupe les grands pays francophones. Au niveau technique, c'est des pays qui ont de l'avance. Si CMA France a soutenu, a même poussé Mayotte à candidater à ce niveau-là, c'est qu'il a fait confiance à cet acquis.
ce matériau qui peut apporter une réponse, comme il l'a fait au niveau de Mayotte, au niveau des autres pays. Donc, la coopération, l'ouverture, c'est le propre d'un petit territoire. Vous savez que le Japon ne produit pas le fer là-bas. Et il fabrique des véhicules avec des matériaux qui sont pris dans d'autres pays. Pour nous, ce n'est pas une surprise. On y réfléchit, on a anticipé là-dessus. Et je pense que le partenariat entre les chercheurs, les techniciens et l'organisme de formation comme la Chambre de métier permettra l'ouverture beaucoup plus facile de Mayotte. L'esprit a changé, l'esprit a évolué. On n'est plus dans ce petit territoire où on n'a qu'une ligne, Mayotte, Paris, Bruxelles. Nous avons aussi notre zone, nous sommes dans notre mondialisation et cela a fait qu'aujourd'hui, le travail fait pour les chercheurs, le travail mené par la Chambre consulaire qui est en charge de la promotion et du développement de l'artisanat, permet aujourd'hui à ce que Mayotte, d'une voix, avec ses compétences, peut aller dans les compétitions, dans la région, mais aussi au niveau international. Fayad Vidine, un dernier mot, vous êtes le grand spécialiste de la brique de terre à Mayotte. Si on devait définir un objectif, c'est vrai qu'on parle beaucoup des chiffres, on parle de 6 millions de briques d'ici les 5 prochaines années qui pourraient être effectivement fabriquées sur le territoire. Un objectif, selon vous, dans les prochaines années, quel serait-il? C'est être à la hauteur à la fois de l'image de l'île et puis de faire connaître que nous sommes effectivement un territoire qui a de la valeur et de compétences. C'est surtout ça, être à la hauteur. C'est ça qui donne la compétitivité. Voilà. Merci beaucoup, Fayad Vidine Manli, d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes conseiller économique à la Chambre des métiers et de l'artisanat et également membre de l'association Arter. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment Mayotte à l'honneur d'un festival à Vichy ou encore l'intersyndicale qui appelle de nouveau à la mobilisation générale. Au montage, Leslie Vumenet. Le pôle culture du CUFR de Mayotte s'associe au festival francophone du reportage court France Monde, France Océan 2020. L'événement se tiendra à Vichy du 9 au 15 février 2020. Selon le CUFR, quelques étudiants de l'atelier cinéma dirigé par Bruno Girard participeront au festival, mais le promoteur de l'événement souhaite également mettre Mayotte à l'honneur en organisant une séance spéciale dédiée aux productions filmiques réalisées sur l'île. Pour profiter de cette opportunité, le CUFR lance un appel à films tout format, courts-métrages, reportages, documentaires, longs-métrages ayant été tournés à Mayotte et qui seront projetés à Vichy hors compétition pendant le festival en février prochain. Pour toute proposition de film, il convient de contacter rapidement Bruno Girard, le porteur du projet de l'atelier cinéma du CUFR, Jean-Louis Rose du pôle culture du CUFR et Maolida Adari, également du pôle culture. L'intersyndicale composée de la CGTMA, l'UDFO, Solidaire Mayotte et l'UICFDT appelle de nouveau à la grève générale et interprofessionnelle ce jeudi 9 janvier. Concernant les revendications, elles restent les mêmes, à savoir l'abandon du projet de retraite par points et l'amélioration du système actuel par de nouveaux financements. Pour les revendications locales, elles portent sur l'application à Mayotte des conventions collectives nationales, l'application du taux et du plafond de la sécurité sociale de droit commun, l'application immédiate du code de la sécurité sociale, la mise en place immédiate de la retraite complémentaire, la revalorisation de la carrière des anciens agents de la CDM en reprenant en compte leur ancienneté générale des services, le maintien de la bonification outre-mer et enfin le maintien et l'application à toutes et tous de l'indemnité temporaire de retraite. Le rendez-vous est fixé à 9h sur la place de la République à Mamoudzou. Le nouveau sous-préfet en charge de la cohésion sociale, Jérôme Millet, secrétaire général adjoint de la préfecture, a effectué lundi une visite de courtoisie auprès du conseil départemental. Il a ainsi été accueilli par le 4e vice-président Issa Abdou, en charge des affaires sociales, qu'il avait déjà rencontré lors de sa présentation à la presse. Selon Issa Abdou, cette visite a été l'occasion de faire un tour d'horizon des grandes questions qui structurent le devenir de Mayotte, comme la convergence des droits sociaux, le médico-social, le fonds de développement social, encore le plan de pauvreté.
Toujours selon le conseiller départemental de Dembéni, les questions de délinquance qui sévissent à Koungou et sur l'ensemble du territoire ont également été abordées. L'État s'est engagé sur ce sujet à prendre l'initiative de réunir rapidement les différents partenaires, parmi lesquels le conseil départemental. On termine cette édition avec la colère des agriculteurs locaux. Entre vols et pertes en tout genre, les professionnels ont aujourd'hui bien du mal à joindre les deux bouts. Ce matin, le secrétaire général de la CAPAM a décidé de taper du poing sur la table et d'appeler les agriculteurs à se soulever. Selon lui, les autorités doivent agir pour protéger ceux qui nourrissent la population mahoraise. Cela passe par un état des lieux des pertes, mais également des compensations à l'heure où les charges sociales tombent dans les boîtes aux lettres. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vimelet. Les agriculteurs mahorais sont en colère. Depuis des années, ils se lèvent chaque matin avec la crainte d'avoir perdu le fruit de leur travail. Les vols et les pertes font partie de leur quotidien, faisant planer sur leur tête la menace constante d'un arrêt forcé de leur activité. Nos autorités prennent l'agriculture comme un métier de bricolage jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, la Chambre d'agriculture, on a mis la ceinture, on a mis tout le moyen pour que les agriculteurs ils gagnent leur vie pour leur métier, comme tout le monde. Hein. Mais seulement aujourd'hui, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on nous dit ouais, on en parle, mais on ne fait jamais rien. Parce que c'est pas que de vol. Hein. On en a des pertes de maquis, on en a des pertes de DERA, on en a de toute espèce. Nous, les agriculteurs, on subit cette perte-là. Des pertes nombreuses, mais qui, selon le secrétaire général de la CAPAM, sont difficilement chiffrables. Les agriculteurs réclament aujourd'hui que les services de l'État se déplacent au sein de chaque exploitation afin de constater l'étendue des dégâts. Je ne veux pas vous mentir, parce que chiffrer une perte comme ça, parce qu'il faudrait savoir que seulement le vol, on peut chiffrer le vol. Chacun peut chiffrer aujourd'hui, on est passé chez moi, il y a eu 60 ou 40 ou 20% de vols, mais dans toutes sortes de vols, dans toutes sortes de pertes aujourd'hui, il faudrait bien, et à chaque fois qu'on a une réunion avec nos administrations, donc c'est ça qu'on leur tire les oreilles. C'est pour ça qu'on leur tire les oreilles. Faites attention, Mayotte va exploser à cause de ça. Donc, mais avec toutes ces pertes que je viens de vous les citer tout à l'heure, donc on n'arrive pas à chiffrer. Il faudrait que nos administrations se déplacent un peu, ne posent pas leurs fesses sur les chaises ou sur le fauteuil, voir ce qu'on subit nous dans nos champs. De nombreux agriculteurs se disent aujourd'hui dans l'incapacité de payer leurs charges. Ali Hamada en appelle donc à l'union des professionnels afin d'envisager des actions communes dans les prochaines semaines. Jusqu'à quand Mayotte va sombrer? Jusqu'à quand? Ouvrez vos yeux, nos administrateurs. J'appelle à tous les syndicats qui prennent contact avec moi, qu'on puisse y parler de ces problématiques-là maintenant, parce que ce n'est plus le moment de se laisser tomber, de se laisser le bras tomber ou de se laisser quoi que ce soit aujourd'hui. Ne pas se laisser abattre et exiger davantage de considération, voilà aujourd'hui le mot d'ordre lancé par le secrétaire général de la CAPAM. Reste maintenant à savoir si cet appel sera entendu, que ce soit par les agriculteurs comme par les services de l'État. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur 4TV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quizy.